Bah, vas-y, vite fait. Bonsoir à tous. Alors pour ce second séminaire d'introduction à notre stage en Sicile, comme la semaine dernière déjà, j'ai commencé un petit peu à vous parler de géodynamique, de tout ce qui était un peu autour de l'Etna, pour vous expliquer d'où venaient les magmas du volcan qu'on allait étudier. Aujourd'hui, Nicolas, qui est chargé de recherche CNRS ici au labo de géosciences, et grand spécialiste de la géodynamique de la Méditerranée, va nous en dire un peu plus dans sa présentation sur la Sicile, vue dans le contexte de la géodynamique de la Méditerranée. Ok. Bah, merci Simon. Donc, alors généralement, moi, les géologues, ils aiment dire que leurs principaux outils, c'est le marteau et les crayons de couleur. Donc ça, je pense que quand vous allez aller sur l'Etna, pour ceux qui ne sont pas encore allés, il y en a qui auront un marteau, il y aura d'autres qui auront des crayons de couleur, c'est très bien. À mon avis, il y a deux autres outils qui sont indispensables, pour ceux que ça intéresse. C'est un dictionnaire de géologie. Donc je vous ai amené celui-là. Celui-là, c'est une version, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est une édition un peu primitive. C'est même celle de mon co-directeur de thèse, je ne devrais pas le dire, il y a encore son nom à l'intérieur. Mais enfin bref. Donc maintenant, il y a une version beaucoup plus moderne, c'est le Foucault et Raoult, ça s'appelle. Il y a une version moderne avec des images. Celui-là, il n'y avait pas d'image, hein, avec des images en couleur. Et je pense, je ne saurais, si vous devez acheter un seul livre de géologie, j'achèterai un dictionnaire. Parce que quand vous avez un géologue qui vous dit des choses bizarres, ploc, 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 vous allez dans le dictionnaire et a priori vous trouverez de quoi il s'agit. En plus, bon, il y a aussi un petit peu d'étymologie pour certains des noms, donc je pense que ce n'est pas complètement inintéressant. Et le deuxième outil qui est indispensable à mon avis, j'ai pris que des outils pour des littéraires, hein, des trucs où il faut lire, il n'y a pas besoin de taper. Donc le deuxième outil, c'est l'échelle stratigraphique. Ça, à mon avis, c'est important parce que on est souvent perdu, donc moi-même je suis complètement perdu. Les 90% des étages de cette échelle géologique, je ne les connais pas. Il y a des étudiants qui les connaissent très bien, mais bon. Donc voilà, donc, il y a une échelle officielle, celle-là elle est publiée par la Société géologique de France, c'est assez facile à trouver. La Société géologique de France, c'est rue Claude Bernard, donc c'est au bout de la rue d'Ulm. Donc c'est extrêmement simple d'y aller et leur demander comment on fait pour se procurer une petite échelle stratigraphique. J'ai dit magnétostratigraphique, mais c'est une échelle stratigraphique, donc sur laquelle vous trouverez les différents étages géologiques. Ici, elle démarre vraiment ici dans l'Archéen, donc on est à 3,6 milliards d'années, et puis on termine jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'avec ces deux outils-là, vous serez bien équipé pour démarrer sur cette géologie de la Sicile. Alors, c'est un peu bizarre que je vous parle de géologie de la Sicile, parce que moi, je suis plutôt un spécialiste marin. Mais bon, c'est pas très grave, parce que bon, cette Sicile, vous allez voir qu'elle s'inscrit dans une géodynamique qui nécessite souvent de regarder les objets, à la fois d'un point de vue de la Terre et d'un point de vue de la mer. Donc, démarrer un petit speech sur la géologie de la Sicile. Forcément, il faut démarrer sur une carte géologique. Donc on trouve beaucoup de cartes géologiques, évidemment, sur Internet. Donc là, bon, j'en ai choisi une. Vous avez les références là-haut, on pourra sans doute les mettre quelque part, mettre les publications pour ceux que ça intéresse. Bon, Catalano, c'est un chercheur italien qui a beaucoup travaillé sur les modèles structuraux géologiques de l'Italie. Donc vous allez voir son nom apparaître de façon assez régulière. Alors donc la Sicile, donc, je ne sais pas s'il y a une petite baguette ou un petit machin, non, pas vraiment. Bon, on va faire avec le doigt. Donc, alors quels sont ceux qui sont déjà allés en Sicile? À part Simon et Pierre, d'accord. Donc la Sicile, c'est finalement une île qui est assez grande. Moi-même, je m'y suis rendu finalement pas si souvent et je m'aperçois qu'il y a encore des régions que je ne connais pas. Donc Pierre, je pense que toi, tu as dû un peu crapahuter dans tous ces coins, mais on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais c'est parce que on a l'impression que c'est une île, donc on va pouvoir regarder cette Sicile en long, en large et en travers en quelques jours. Ce n'est pas du tout le cas. Et quand vous serez sur le terrain, vous verrez que ce que vous allez voir, c'est qu'en fait une petite partie de la Sicile, puisqu'en gros, on va rester concentré entre l'Etna et la plateforme ibléenne qui est ici. Et il y a toute une Sicile ici occidentale. Et en fait, la Sicile, ça se mérite. Il faut y aller, à mon avis, de nombreuses fois pour avoir vu toutes les subtilités, pas seulement géologiques, qu'on peut y voir. Alors, cette carte géologique ici, alors, bon, il a fallu que j'en choisisse une. Hein. Il y a des cartes géologiques qui sont beaucoup plus détaillées. Alors, si j'ai choisi celle-ci, c'est parce que
vous avez le petit schéma ici en dessous qui va vous montrer que cette Sicile, c'est une île en fait qui est composite. Et c'est un peu ça le leitmotiv de cette géodynamique de la Sicile, c'est qu'on ne sait jamais finalement, vous allez voir d'un point de vue géologique, si on est dans de l'Afrique ou bien si on est dans de l'Europe. Alors, vous avez ici la Sicile, vous voyez les couleurs ici, c'est différents types de roches en fait, qui sont principalement des roches qui sont à l'affleurement. Donc ça veut dire qu'on peut les étudier directement sur le terrain. Et je pense que ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il y a une Sicile ici qui est verte, et puis vous avez un petit coin ici qui est orange, et puis ici, vous avez un autre petit coin qui est bleu. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, et dans le vert, il y a deux verts. Il y a un vert foncé et il y a un vert clair. Donc en gros, cette Sicile, d'un point de vue géologique, il y a 4 grandes unités. Et c'est des unités qui sont très contrastées. Donc on va les regarder. Alors contrastées, ça veut dire quoi pour un géologue? Ça veut dire qu'elles sont contrastées en âge, elles sont contrastées en cailloux, bien sûr. Et puis, d'un point de vue purement du paysage, ça fait des paysages qui sont bien sûr extrêmement contrastés. Alors, on va regarder tranquillement ces différentes régions. Donc, voilà une autre carte sur laquelle peut-être on voit un petit peu mieux, sauf que le bleu est devenu vert, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, cette région ici, qu'on appelle la plateforme ibléenne. Donc, ça, c'est la région la plus au sud de la Sicile. Ce petit coin ici, qu'on appelle le Péloritain, vous avez les noms ici, donc c'est toute cette zone ici qui est violette. Et à l'intérieur, ici, une bande marron, une bande bleue, qui sont, comme on va le voir, principalement des corps ici qui sont des corps sédimentaires. Et puis, ce dont je ne parlerai pas, puisque Simon vous en a dit beaucoup, c'est l'Etna. Alors évidemment, quand on va en Sicile, on y va pour l'Etna, quoi. Et c'est assez amusant parce que cette Sicile qui se trouve quand même, d'un point de vue géologique, au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, c'est quand même, même si on enlève l'Etna, c'est quand même une île qui est sur le plan de la géodynamique, justement, qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire, il n'y aurait pas l'Etna, eh bien cette Sicile, ça resterait quand même un coin géologique tout à fait particulier. En plus, il y a l'Etna. Donc là, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Comparé à d'autres îles, il y a d'autres îles qui sont aussi très belles, des îles méditerranéennes qui sont très belles sur le plan géologique, bien sûr la Corse, que vous connaissez tous. Par exemple, si on va en Sardaigne, ça serait un petit peu plus dur de trouver des objets géologiques qui seraient aussi beaux que ceux-ci. Et même, je dirais, en Crète, on aurait des paysages qui sont, à mon avis, un petit peu plus monotones. Ici, on a vraiment ici un concentré. Et finalement, cette géodynamique de la Méditerranée, il y en a une grosse portion qu'on peut expliquer à partir de la Sicile. Ou on peut le prendre dans l'autre sens, on peut expliquer ce qu'on voit en Sicile avec une géodynamique beaucoup plus large. Donc c'est ça un peu qu'on va essayer de regarder, très rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors on va regarder ici ces différents terrains. Alors la première région où on va aller ici, c'est à côté de Cefalou. Donc c'est une rivière ici qui s'appelle Polonia, je crois. Et on va aller regarder ces séries ici qui sont au nord. Alors, ce sont des séries qu'on appelle des flysch. Donc, voilà le paysage. Les flysch, c'est dans le dictionnaire, ça vient de flisson. Flisson, ça veut dire couler. Ce sont des sédiments qui ont tendance à s'écouler assez facilement. L'équivalent de ces flysch, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui distribué par les grands deltas. Delta du Gange, delta de l'Indus, etc. Si vous étiez à l'exutoire de ces deltas, eh bien, vous verriez arriver de façon périodique ici des sables et puis tout un tas de sédiments qu'on appelle des turbidites, qui sont en fait transportés par les courants qui nous viennent en fait de l'érosion des continents. Donc dans la partie nord de la Sicile, on a principalement ce flysch. Alors son petit nom, c'est le flysch numidien. Son âge, c'est un âge qui est Miocène. Donc si on regarde ici dans notre petite échelle, eh bien, on verra que le Miocène, c'est quelque chose qui est entre, disons celui-là, il est autour de 25 millions d'années. Et de façon, alors comment est-ce qu'on reconnaît ces flysch? Il y a beaucoup de petits lits ici intercalés qui correspondent à toutes ces passées qui sont en général des alternances de passées très sableuses et de passées un peu moins sableuses. Donc ce qui fait que ça vous fait sur le terrain ici un litage qui est assez joli. D'un point de vue topographique, vous voyez que c'est principalement des petites collines. Donc vous avez des petites collines ici, 300 mètres, 500 mètres, 600 mètres. C'est le paysage assez typique de ces flysch. Alors ces flysch, d'où ils viennent? C'est typiquement pour le géologue
le produit résiduel de l'érosion. Quand le géologue voit un flysch, il dit « Oh, il y a une chaîne de montagne ». Donc quelque part, il y a une chaîne de montagne, cette chaîne de montagne a été érodée, on a fabriqué des grands deltas et on est venu déposer des sédiments, donc des fois sur des grandes épaisseurs, qui sont ces sédiments ici turbilitiques. Alors, ça, c'était une partie simple. Donc, vous voyez des sédiments qui sont jeunes. Et puis, on va le voir, hein, bien sûr, ces sédiments, ici, en Sicile, ils ne se sont pas déposés à l'endroit où ils sont. Ils ont été apportés par des failles. Donc, ce sont des failles qu'on appelle ici des chevauchements. C'est-à-dire qu'il y a eu une compression qui a fait que ces sédiments qui étaient profonds, eh bien, aujourd'hui, on les retrouve à l'altitude de 500 mètres. Donc, il y a eu des forces qui les ont amenés à 500 mètres. Ces forces, bien sûr, c'est les forces tectoniques. Alors, on va regarder maintenant un petit peu plus au sud des reliefs qui sont assez forts. Donc, vous avez ici ces montagnes, hein, les montagnes de Palerme, les Madoni, les Sicani. Ce sont des sommets qui sont assez élevés. Par exemple, dans les Sicani, vous avez une douzaine de reliefs qui sont au-dessus de 1000 mètres. Et il y en a quand même 5 ou 6 qui sont au-dessus de 1500 mètres. Donc là, on est dans des reliefs ici bien plus hauts, et on est dans des terrains qui sont un peu différents. Alors voilà un exemple ici de ces montagnes de Sicani. Ici, je crois que c'est le mont le plus haut, le mont Camaretta. Je ne sais pas si tu connais, Pierre. Donc c'est le sommet, apparemment ça serait le sommet de ces montagnes de Sicani. Et vous voyez que le paysage est très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez une espèce de barre ici, ça vous rappelle un peu les barres calcaires que vous voyez dans les Alpes. Alors c'est un peu tourmenté, il y a bien sûr là-dedans des failles. Et puis ici, ce qui est tout à fait intéressant pour un géologue, c'est que vous avez le vieux ici, vous voyez, ça c'est du Trias. Donc le Trias, c'est quelque chose qui est ancien, qui superpose ici quelque chose de beaucoup plus jeune, qui est du Miocène supérieur. Donc ici, on est sûr qu'il y a une force qui a transporté ces calcaires ici pour les mettre sur quelque chose qui est plus jeune. On a ici ce figuré qui représente un chevauchement. C'est-à-dire qu'ici, à un moment donné, cette faille a été active et elle a porté quelque chose qui était vieux sur quelque chose qui était jeune. Donc des paysages assez tourmentés. On le voit ici dans la coupe géologique, c'est-à-dire ces sommets des Sicani et des Madoni, ça représente en fait des calcaires qui sont assez massifs et qui se sont trouvés portés à l'affleurement avec une tectonique qui est très importante. Donc voilà pour cette Sicile. Alors vous voyez que c'est quand même déjà un petit peu compliqué. Ici, on avait des flysch, donc quelque chose qui était assez jeune, et puis avec une déformation, mais une déformation qui était peut-être moins intense que ce qu'on voit immédiatement au sud. Donc tout le chaînon montagneux ici, qui est beaucoup plus tourmenté et qui va chercher des sédiments qui sont des sédiments beaucoup plus profonds. Et ces sédiments profonds ont tendance à chevaucher des sédiments qui sont, et anciens, ont tendance à chevaucher des sédiments qui sont des sédiments plus jeunes. Alors, bon, ici, il y a tout un tas toute une complexité, mais si je la simplifie, eh bien, on pourra classifier ce qu'on voit là dans une ou l'autre des deux types de sédiments dont je viens de parler. Alors après, on va parler des deux autres régions qui, elles, sont vraiment différentes. Vous voyez, cette région ici, qui est la plateforme hybléenne proprement dite. Alors cette plateforme hybléenne, c'est principalement des carbonates. Donc ce qu'on appelle plateforme, en fait, ce sont des constructions récifales. C'est-à-dire que pendant un moment, eh bien, vous aviez tout ce domaine ici qui était en gros à fleur d'eau et puis qui était dans les bonnes latitudes et dans les bonnes chaleurs de l'eau pour fabriquer des constructions récifales. Et ces constructions récifales ont duré jusqu'à un temps géologique assez récent. En gros, ici, quand on est au sud, le plus au sud, on voit apparaître une plateforme qui est crétacée. Donc c'est un crétacé supérieur, donc c'est quelque chose qui a, disons, 80-90 millions d'années. Et puis dans la partie plutôt centrale ici, c'est ce qu'on appelle le tertiaire. Il y a principalement une plateforme qui est tertiaire. Donc cette plateforme tertiaire, elle va aller jusqu'à des âges très récents. Et elle est donc principalement formée par des calcaires qui sont peut-être un peu moins massifs que les calcaires qu'on a dans l'intérieur ici des montagnes que je vous ai montrées tout à l'heure, et ce qui fait cette forme un petit peu en plateau
Donc on parle souvent de plateau ibléen pour toute cette région ici, qui est dans la partie la plus sud de la Sicile. Donc forcément, entre cet ensemble ici tourmenté et montagneux et cet ensemble ici de plateaux, il y a un accident géologique. Cet accident géologique qui vous est montré ici, c'est un chevauchement. Donc vous avez ici tous ces sédiments ici qui chevauchent la plateforme qui est la plateforme ibléenne. Alors je vous le dis tout de suite, hein, cette plateforme ibléenne, c'est de l'Afrique. Donc il faut tout de suite se mettre ça en tête, c'est-à-dire qu'ici, on est dans le domaine africain. Et on a au nord des sédiments qui nous arrivent du nord, donc qui nous arrivent de pas très loin, c'est-à-dire qu'ici, il devait y avoir un océan au nord avec d'autres dorsales calcaires qui sont venus s'agglutiner ici. Et puis encore plus loin, il y avait de l'Europe. Donc ici est venu s'agglutiner de l'Europe et tous les éléments qu'il y avait entre l'Europe et l'Afrique, quelque part ici dans la chaîne montagneuse. Alors cette configuration, en fait, elle nous est confirmée par le dernier morceau de la Sicile. Et ce dernier morceau de la Sicile, c'est ici ce violet qu'on appelle le péloritain. Ce péloritain, alors lui, il est très vieux. Hein, jusqu'à présent, je vous ai décrit des sédiments qui étaient principalement crétacés, tertiaires, ici aussi, crétacés, tertiaires, donc on n'allait pas plus loin que la centaine de millions d'années. Et là, on attaque quelque chose de très vieux. Ici, on a des âges, on a des granitoïdes qui donnent des âges qui sont supérieurs à 400 millions d'années, voire peut-être 500 millions d'années. Donc vous voyez, cette Sicile, ici, il y a 500 millions d'années d'histoire sur un territoire qui est finalement relativement modeste. Alors, ce coin ici, eh bien, j'ai oublié de dire ce que c'était comme roche, donc c'est principalement des roches métamorphiques et des granitoïdes. Donc granitoïdes, c'est toute la famille des granites. Métamorphiques, c'est tout un tas de roches, donc ici ça peut être des gneiss par exemple, qui sont soit des sédiments, soit des roches volcaniques qui ont été métamorphisées, c'est-à-dire qu'ils ont été portés à une certaine température, à une certaine pression, ce qui vous donne une minéralisation particulière, donc des roches qui sont particulièrement résistantes. Ici, si je zoome sur cette partie ici de la Sicile, vous voyez tout ce qui est marqué ici en violet, eh bien c'est des roches qui sont des roches métamorphiques et qui sont pour la plupart très anciennes, donc ici pour la plupart plus vieilles que 400 millions d'années. Dans le paysage, ça donne ça, évidemment des sommets. Alors là, on a l'Etna ici, par derrière, et devant, on a ces montagnes du Péloritain. Alors ces montagnes du Péloritain, l'altitude, il me semble avoir vu, on les a ici. Donc vous voyez les altitudes typiques, c'est 1300 mètres, 1500 mètres, c'est quand même des belles montagnes. Il y a la station préférée des Siciliens ou des Italiens qui s'appelle Taormina, qui est une station de ski. Alors c'est très chic d'aller skier à Taormina, moi je n'ai pas essayé, mais peut-être qu'il y en a qui ont essayé. On dit souvent c'est l'Ockstadt de la Sicile, voilà, donc je ne sais pas s'il y a de la neige en ce moment, mais Taormina se trouve quelque part sur un de ces sommets, et c'est massif, donc le géologue a ces massifs, il les appelle en fait des massifs cristallins, ça veut dire qu'il y a dedans des minéraux qui sont d'origine pour la plupart métamorphique, et qui s'opposent aux roches qui sont des roches sédimentaires. Alors, en quoi ça nous confirme qu'on est dans une zone d'affrontement entre l'Afrique et l'Europe? C'est qu'ici, on reconnaît des éléments qui sont des éléments de la chaîne Varisque. La chaîne Varisque est une vieille chaîne, en gros qu'on pourrait situer vers 350 millions d'années. Et cette chaîne, évidemment, elle est bien connue en France. La chaîne Varisque, c'est une de nos chaînes les plus importantes dans la géologie de l'Europe. Et ici, on se retrouve avec un morceau de cette vieille chaîne. Donc ici, on se retrouve avec un élément qui a beaucoup voyagé. Donc cet élément ici, dans sa position, il est venu vers le nord et il est venu, d'une façon ou d'une autre, s'accoler à, ici, une plateforme qui était une plateforme africaine. Donc on commence à voir un peu le schéma général. Il y a des éléments de l'Europe ici qui sont partis de très loin, qui ont convergé vers la Sicile. Alors on pourrait dire qu'ils sont partis vers le sud, mais je n'aime pas utiliser ce terme-là parce que c'est un mouvement relatif.
Il faudrait savoir si l'ensemble est monté vers le nord ou vers le sud par rapport à l'axe terrestre, et ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici en l'occurrence. Ce qui nous intéresse, c'est le mouvement relatif. Donc il y a eu un mouvement relatif de convergence entre un élément européen ici, un élément africain ici. Et entre les deux, on a fabriqué une chaîne de montagnes et on a démantelé cette chaîne, donc en plus on a fabriqué le flysch. Donc finalement, quelque chose de compliqué dans la morphologie. Alors bon, je ne vous cacherai pas que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que les géologues qui sont vraiment des géologues, c'est-à-dire pas moi, s'arracheraient les cheveux s'ils m'entendaient, mais ils ne m'entendront pas puisque ce n'est pas enregistré. Donc voilà un peu comment on peut simplifier cette géologie de la Sicile. Alors oui, alors ici je vous montre quand même un petit zoom sur la plateforme ibléenne, puisque c'est celle qui fait quand même l'objet principal du stage de Sicile. Avec, ici vous avez l'Etna, vous avez Catane, vous avez Syracuse. Et donc ici on voit toutes ces séries ici. Vous voyez, ce sont des séries qui sont principalement paléocène à miocène. Donc des séries qui sont plus jeunes que la soixantaine de millions d'années. Et ici, dans le grand sud ici, vous arrivez quand même à retrouver quelque chose qui est du Crétacé un peu plus ancien. Et sur la bordure ici, sur la bordure de l'Etna et la bordure de cette plateforme ibléenne, vous avez un grand escarpement qui descend vers la mer, et ce grand escarpement correspond à l'escarpement de Malte. Il est dans la continuité de l'escarpement de Malte. Alors, ici, quelques objets archéologiques qui ont le bon goût de mimer un petit peu, finalement, cette carte géologique. Donc, par exemple, lorsque vous êtes à Pantalica, la fameuse nécropole, à Noto, à Syracuse, vous êtes en Raguse, vous êtes en plein sur la plateforme. Cette plateforme ibléenne, des fois, on l'appelle d'ailleurs plateforme de Raguse. Donc, vous voyez que tous ces engins-là se trouvent en Afrique. Et puis lorsque vous êtes à Taormina, j'ai déjà dit, vous êtes sur les sommets, Messine, vous êtes dans une autre histoire, vous êtes en Europe. Et lorsque vous êtes ici dans ce qu'on appelle, il faut bien les appeler comme ça, les nappes, c'est-à-dire tout cet ensemble ici qui est rose et puis orange, eh bien, c'est des paysages qui sont particulièrement jolis. Bon, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Piazza Armerina, donc c'est des villas romaines avec des céramiques qui sont assez extraordinaires. Donc on comprend pourquoi ils s'étaient installés par là. Parce que là, on est au front des nappes, ce n'est pas très élevé, c'est assez doux, mais on bénéficie quand même d'un climat qui est un climat un peu de colline par rapport à la plateforme ibléenne. Donc, comme on l'a vu l'été dernier, il peut faire quand même très très chaud l'été. Voilà. Donc ici, je vous replace ici ces éléments par rapport à la carte géologique. Donc les objets intéressants ici sont principalement, ceux qu'on voit en général pendant ce stage sont principalement situés sur l'élément qui est la plateforme ibléenne. Alors bon, je vais broder un petit peu sur ce thème. Ici, bon, c'est une carte qui est pas très belle, mais c'est notre collègue, parce que bon, c'est un peu ancien, ça serait plus joli en couleur, mais par contre, elle est juste, c'est l'avantage. Donc, c'est un collègue Roure qui avait produit cette carte pour vous montrer un peu comment on traite la Sicile. Eh bien, lorsqu'on a défini nos unités, il y a des unités européennes ici, il y a des unités africaines, il y a des unités qui sont appelées ici néo-tétisiennes. Donc, parce qu'en fait, entre l'Afrique et l'Europe, ce n'était pas simple. Il y avait des ponts continentaux, il y avait d'autres océans, et ça, ces océans et ces ponts, on les appelait néotétis. Et puis, il y a des unités qu'on appelle ici autochtones. Donc, l'autochtone, dans le pays jargon géologue, c'est le socle qui n'a pas bougé. C'est celui où il ne s'est pas passé grand-chose. Ça, c'est ce qui se passe quand on est ici sur la plateforme de Raguse. Donc, quand on est assis sur la plateforme de Raguse, on est sur l'Afrique, et on attend tranquillement de voir déferler vers nous l'Eurasie, ou une partie de l'Eurasie qui est en l'occurrence l'Europe. Et si vous regardez dans le détail, donc ça c'est pas la peine de le faire, mais vous verrez que dans les éléments ici montagneux de la Sicile centrale, eh bien vous avez à la fois des unités européennes et des unités africaines. C'est-à-dire dans cette chaîne de montagnes, vous avez pris imbriqué, et ça c'est la tectonique, vous avez imbriqué des sédiments qui viennent à la fois de l'Afrique et puis d'autres qui viennent à la fois de l'Europe. Donc, c'est ce qui a été interprété, maintenant on sait que ça ressemble à ça, comme
un complexe qu'on appelle un complexe de subduction. Donc, je vais vous dire un mot de ce complexe de subduction. Donc, si on fait une coupe, c'est toujours intéressant de faire une coupe. Hein. Jusqu'à présent, on a regardé en plan, et on va regarder une coupe ici qui passe au travers. Donc, on va quitter la plateforme hybléenne, on va traverser le front des nappes, on va se balader dans les nappes, et on va aller jusqu'en tyrrhénienne. Donc, voilà en gros la coupe qui est reprise en gros par l'ensemble des géologues qui travaillent dans cette région. Donc, ici, vous avez la plateforme hybléenne. Ici, vous avez les chevauchements frontaux. Alors, vous voyez ce que c'est les nappes? Eh bien, les nappes, c'est des plis, c'est des chevauchements. Ça reprend des sédiments qui sont des sédiments anciens, qui sont ceux qui sont roses et verts ici. Ces sédiments ont été en partie érodés, ça les redépose sous forme de flysch. Ce sont les sédiments ici qui sont en gris. Donc ici, vous avez toute une histoire de convergence. Hein. En gros, l'Afrique ici qu'on voit en niblé, eh bien en fait, on sait maintenant qu'elle est sous toute la Sicile. C'est-à-dire cette plateforme ici ne représente que la partie la plus distale en fait, de cette Afrique. Et cette Afrique, elle est enfilée sous cet ensemble. C'est même ce mouvement de convergence qui est responsable de l'empilement de toutes ces nappes. Donc voilà à quoi ressemble la Sicile. Alors comment on sait tout ça? Bon, il y a des forages. Hein. Donc tout ça, ça nous donne quand même une idée de toutes les unités qui sont traversées. Et puis de temps en temps, eh bien, ces corps roses ici qu'on voit, ils ne sont pas toujours enfouis. Des fois, latéralement, ils viennent à l'affleurement, parce qu'il y a une tectonique compliquée. Donc vous avez une petite écaille ici qui finit par monter à la surface, et on finit par avoir accès aux corps qui sont les plus profonds. Ce qui vous explique aussi pourquoi la Sicile est relativement compliquée. Donc toutes ces unités ici, elles ont glissé sur l'Afrique, et donc on a affaire à une zone de subduction. Une zone de subduction pas tout à fait classique, mais c'est une zone de subduction. On verra tout à l'heure qu'il suffit de se déplacer un tout petit peu vers l'est pour retrouver une zone de subduction tout à fait classique. Alors, donc comment ces terrains sont arrivés à venir s'amalgamer ici sur cette Sicile? Donc ici, vous avez cette carte qui démarre par le bloc Corso-Sarde. Donc là, le bloc Corso-Sarde est dans la position qui est la position actuelle. Je ne l'ai pas dit, mais le péloritain ici, son affinité, c'est une affinité calabraise. Donc lorsque vous êtes ici dans le péloritain de Sicile, vous êtes déjà dans le Calabrais. Donc d'un point de vue géologique, accessoirement, il y a le détroit de Messine, donc peut-être Pierre vous dira quelque chose, avec des grands séismes et peut-être des mouvements. Mais finalement, le détroit de Messine, ce n'est pas grand-chose. Ici, on a un arc qui est un arc calabrais. Et donc toute cette partie de la Sicile ici, c'est finalement qu'une extension en Sicile de l'arc calabrais. Donc ces terrains ici, qui viennent de très loin. Donc vous voyez ces terrains ici, dans leur position restaurée, c'est-à-dire si je les mettais de là où ils viennent, par rapport au bloc Corso-Sarde, ils seraient ici. Donc vous voyez que ces blocs ici, ils étaient collés au bloc Corso-Sarde, et le bloc Corso-Sarde lui-même était collé à l'Europe. Donc tous ces blocs ici ont été démantelés, et vous voyez que les blocs calabrais, il a voyagé beaucoup. Alors en voyageant vers le sud, il a ouvert ici une mer qui est la mer Tyrrhénienne. Donc cette mer Tyrrhénienne reçoit une explication qui est simple, c'est simplement ce corps calabrais qui s'est déplacé vers le sud et qui a ouvert en arrière un bassin, et ce bassin s'ouvre derrière l'arc de Calabre, donc c'est un bassin que les géologues appellent bassin arrière-arc. Donc c'est pas compliqué. Des bassins arrière-arc, aujourd'hui, si vous regardez une carte géologique du monde, eh ben vous arrivez à repérer beaucoup de ces bassins arrière-arc qui s'ouvrent derrière une subduction. Donc vous avez la subduction, vous avez l'arc, et derrière, vous avez un bassin qui s'ouvre. Pour ce qui est des sédiments ici, les tumultueux, je dirais, eh bien, ils sont arrivés, c'est des sédiments qui ont été poussés à l'avant et qui sont venus s'empiler ici sur la Sicile. Donc si on devait les remettre dans leur position, ils sont quelque part par là, ils étaient quelque part par là, et aujourd'hui, ils sont venus chevaucher cette plateforme hybléenne qui, elle, attendait tranquillement. Et d'ailleurs, ce processus ici, vous avez exactement la même chose dans les apennins. Il s'est passé exactement la même chose. Donc c'est une chaîne qu'on appelle la chaîne apenninique, donc qui est une chaîne qu'on va retrouver à la fois ici et puis dans les apennins. C'est la même chaîne, et ça, c'est l'événement le plus récent. Au passage, cet événement ici, on va le retrouver aussi en Tunisie, et pas seulement pour la partie sédimentaire, mais aussi ces éléments ici roses, qui sont donc des éléments très anciens.
On va les retrouver également sur la marge du Maghreb, puisque les Kabylies, par exemple, sont je vais vous le montrer. Donc vous allez voir que les Kabylies ont subi exactement le même genre de processus que ces morceaux ici de Calabre, donc des morceaux qui ont été arrachés à la marge qui était au nord, donc à la marge eurasiatique. Alors, je vais quand même vous montrer ici, là on a regardé la Sicile, on a regardé un profil au travers de la Sicile, on va regarder un profil ici, un tout petit peu plus à l'est. Et là, ce qui se passe, c'est que on a également de l'Afrique, mais ici l'Afrique était présente sous la forme de plateforme, alors qu'ici, l'Afrique est présente sous la forme d'une vieille croûte océanique beaucoup plus profonde. Et donc ce mouvement de l'Afrique vers le nord est beaucoup plus facile, parce qu'ici, évidemment, on a un continent qui affronte un autre continent, on a l'Afrique finalement qui affronte de l'Eurasie, et de ce côté-là, on a les vieux bassins africains qui, eux, acceptent de subducter sans trop de problèmes sous la Calabre. Et ça, on le sait qu'à partir de la sismicité, donc vous avez ici la Calabre, derrière vous avez la Tyrrhénienne, et puis ici vous voyez, alors les couleurs qui sont ici, en gros c'est la température, c'est obtenu à partir des ondes sismiques. On peut inverser le trajet de ces ondes et retrouver les endroits où les ondes se sont propagées plus vite qu'en d'autres endroits. Donc tout ce qui est bleu ici, ça s'est propagé plus vite, parce que c'était froid. Donc ce que vous avez ici, c'est un bout d'Afrique. Donc non seulement on a vu qu'elle était sous la Sicile, mais si on regarde un peu latéralement sous la Calabre, eh bien cette Afrique, on peut la suivre, et on peut la suivre très profondément. Alors ici, j'ai mangé l'échelle, 100, 200, 300, 400, 500, 600, on peut la suivre jusqu'à 600 km. Donc ce bout de l'Afrique ici, qui s'est enfilé sous la Sicile et sous la Calabre, eh bien aujourd'hui, elle est quelque part, son bout est à 700 km de profondeur sous la Tyrrhénienne. Et elle continue de crépiter. Ici, vous avez tous ces séismes qui matérialisent ce plan. Donc ça, c'est typiquement le plan de subduction. Alors, on va maintenant regarder ce qui se passe pour le plus récent. C'est-à-dire ici, peut-être que ça va illustrer un peu mieux ce que je vous ai expliqué. Alors le plus récent, on va démarrer à peu près à 40 ou 50 millions d'années. Donc ici, le schéma démarre à 30 millions d'années. C'est la façon la plus simple de comprendre la situation actuelle de la Sicile. Donc ici, vous avez les continents qui ont été repositionnés dans leur position à différentes étapes. 30 millions d'années, 20 millions d'années, 17 millions d'années, 5 millions d'années. Et ce fameux bloc de Péloritain, vous voyez où il est là. CA, c'est la Calabre. PE, c'est le Péloritain. Ici, vous avez les deux Kabylies, la petite Kabylie et la grande Kabylie. Et ici, vous avez un autre bloc qui est le bloc d'Alboran. En fait, tout cet ensemble orange, ici, il porte un nom, on l'appelle l'Alka-Peka. Donc l'Alka-Peka, c'est cette espèce de chaînon, essentiellement des éléments donc, eurasiatiques, qui faisaient partie de la marche et qui vont être disloqués. Et au fur et à mesure qu'ils vont être disloqués, ils vont être dispersés dans la Méditerranée occidentale. Et la Kabylie va partir vers le Maghreb, l'Alboran va partir vers Gibraltar, et notre Calabre et notre Péloritain vont partir plutôt vers l'Italie et vers ce qu'on appelle le Ionien. Alors ici, vous avez une subduction, et ici, vous avez le vieux bassin africain. Donc la situation à 30 millions d'années, un vieux bassin africain qui subducte, et tous ces blocs ici qui ne demandent qu'à partir. Ils ne demandent qu'à partir parce que derrière, ici, vous allez ouvrir des bassins. Le premier bassin que vous allez ouvrir, c'est le bassin liguro-provençal. C'est notre bassin à nous, donc c'est celui de notre Méditerranée du Sud. Ce bassin va commencer à s'ouvrir vers 30 millions d'années. Il va arrêter de s'ouvrir à peu près vers 15 millions d'années, ou ici 17 millions d'années. Et lorsque le bassin liguro-provençal s'ouvre, vous avez tous ces blocs qui commencent à être détachés, à être dispersés. Vous avez notamment le bloc corso-sarde. Vous voyez, le bloc corso-sarde ici, il tourne, et en gros, il va acquérir la position qu'il a aujourd'hui. Et au bout d'un moment, ce plan de subduction ici se trouve finalement trop loin de sa zone de bassin, c'est-à-dire que le plan de subduction qui est là était responsable de l'ouverture du bassin liguro-provençal, mais au fur et à mesure que ça s'ouvre ici, l'axe du bassin devient trop loin du front de subduction, on crée un deuxième bassin, voire un troisième bassin, voire un quatrième bassin. Là, le deuxième bassin, en l'occurrence, c'est le bassin tyrrhénien. Donc on a d'abord ouvert le liguro-provençal, le front de subduction au fur et à mesure, c'est le processus de rollback dont vous a parlé Simon la semaine dernière. Ce front de subduction ici,
eh bien, il migre vers le sud et finalement, il ouvre des bassins au fur et à mesure qui sont de plus en plus jeunes. Donc ce deuxième bassin ici, c'est la Tyrrhénienne. La Tyrrhénienne, c'est un bassin qui est jeune, hein, c'est un bassin qui s'est ouvert. En gros, il a commencé à s'ouvrir quelque part vers 15 millions d'années. Et puis, il était encore en ouverture il n'y a pas très longtemps. Et ce bassin tyrrhénien va donc séparer le Péloritain et la Calabre du bloc Corso-Sarde. Donc le bloc Corso-Sarde, maintenant, il a atteint sa position. Ce bassin-là va arrêter de s'ouvrir. L'extension va sauter de l'autre côté. On va ouvrir la Tyrrhénienne. Donc un système qui est finalement assez simple. Et vous voyez ici ces blocs des Kabylie qui vont venir s'écraser ici sur la marge algérienne. Et puis le bloc ici qui cherche à s'échapper, le bloc d'Alboran qui lui part complètement vers l'ouest. Donc une dispersion de ces terrains, mais qui sont évidemment les mêmes. Si vous allez sur le terrain, vous allez retrouver exactement les mêmes corps. Alors je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble, en dézoomant un petit peu. Donc ça, j'ai pris ça dans l'évolution géodynamique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ces exercices. Donc j'ai pris ceux de Laurent Jolivet, là, qui est professeur à Paris 6. Donc ici, vous avez la situation actuelle. Donc vous voyez ces successions de bassins ici dont je viens de parler. Le bassin liguro-provençal, le bassin tyrrhénien. Ça, ce sont des bassins qui sont jeunes. 25 millions d'années, une dizaine de millions d'années. Ici, vous avez des bassins très vieux. Donc ça, c'est des bassins qui sont crétacés, même probablement beaucoup plus anciens. Ils ont dû commencer à s'ouvrir à la fin du Trias, voire au Jurassique. C'est encore pas très bien déterminé. Mais ces bassins très vieux ici, eh bien, c'est eux, comme ils sont. Quand on est vieux, on est lourd, et quand on est lourd, on coule. Donc c'est ces bassins ici qui forment les deux arcs, l'arc de la Calabre et l'arc hellénique. Donc on va regarder ça. Je ne sais pas si tu leur as montré ça déjà. Comme ça, non? Ben, on va démarrer donc sur une situation à 35. Alors on va essayer de suivre où serait à peu près la Sicile. Alors on a un morceau qui va se détacher de quelque part par ici. C'est le Péloritain. Et puis ici, on a un morceau qui attend tranquillement. C'est notre Sicile africaine. Donc on a ces deux morceaux ici qui vont à un moment donné être juxtaposés. Donc ici, vous avez un grand front de subduction. Là, au passage, on est en train de fabriquer les Alpes. Hein, c'est un épiphénomène, mais bon. Et vous voyez, ces deux fronts de subduction ici vont migrer vers le vieux bassin qui est porté par l'Afrique. Et le front qui nous intéresse, c'est ce front-là qui va devenir de plus en plus étroit, et qui progressivement va déplacer ces blocs, et le bloc ici va venir se coller sur notre Sicile africaine. Donc ça, c'est la situation à 23 millions d'années, la situation à 15 millions d'années. Donc ici, on voit notre botte d'Italie, là, notre Calabre, ça y est, là, elle va bientôt décoller. Là. On a fini d'ouvrir le bassin liguro-provençal, on commence à ouvrir la mer Tyrrhénienne. La mer Tyrrhénienne continue de s'ouvrir. Le bassin, la Sicile orientale, occidentale, est toujours dans sa position africaine. Ici, vous avez le Péloritain qui commence à bouger. Et 5 millions d'années, la Tyrrhénienne va bientôt s'ouvrir. La Tyrrhénienne est ouverte. Vous voyez que la Tyrrhénienne s'est ouverte très vite. Elle s'est ouverte sur les... Ça a commencé vers une dizaine de millions d'années, mais le bassin lui-même s'est ouvert en quelques millions d'années. C'est des bassins assez éphémères. Et aujourd'hui, donc, vous avez cet arc ici, l'arc calabrais, qui a pris une courbure qui est assez particulière et dont on pense que c'est la courbure limite que peut accepter une subduction. Et ça serait la raison pour laquelle aujourd'hui, cette subduction ici est pratiquement morte. Donc voilà pour cette histoire un peu de la Sicile, en simplifiant un petit peu. Ce que je voulais vous montrer, donc une dernière slide sur le volcanisme. Donc ici, je ne vais pas parler du volcanisme de l'Etna, mais je vais plutôt parler du volcanisme de la plateforme ibléenne, qui est aussi un volcanisme qui est assez mystérieux. Donc si je vous remonte cette carte de la plateforme, ici, donc c'est principalement tous ces calcaires. Et vous voyez tout ce qui est en vert ici, clair, violet et rouge, c'est du volcanisme. Donc il n'y a pas que le volcanisme de l'Etna, il y a aussi un volcanisme sur cette plateforme, et je pense qu'on le voit, il y a un arrêt qui montre ça. Alors vous voyez qu'ici que le volcanisme il est traité en deux groupes, un volcanisme d'Iblé et un volcanisme Etna.
Donc le volcanisme d'Etna, on comprend bien ce que c'est, hein, c'est le volcanisme le plus récent, le volcanisme quaternaire, mais il y a un volcanisme aussi important qui affecte la plateforme, et ça affecte quand même une grosse partie de la plateforme. C'est un volcanisme qui n'a pas véritablement reçu d'explication. Donc là, je vous montre simplement les dernières interprétations. Ça, c'est des collègues de Montpellier qui se sont un peu attachés à comprendre la forme qu'avait cette plateforme ibléenne. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit ce que je viens de vous expliquer en plan, on le revoit de nouveau en coupe, avec ici le bloc péloritain, et puis ici la plateforme ibléenne, et le bloc péloritain qui vient finalement se coller sur notre plateforme. Ce qu'on voit également, c'est ce slab rollback, donc cette subduction ici qui recule progressivement. Alors elle recule progressivement, et voire même aujourd'hui, il y aurait un bout du slab qui s'est détaché. Donc ça aussi, c'est des événements qui sont assez importants. Et dans le même temps, ici, vous fabriquez sur la plateforme ibléenne un volcanisme, donc un volcanisme qui aurait débuté il y a une dizaine de millions d'années. Et alors l'origine du volcanisme peut être liée à la subduction, peut être liée au fait qu'on ploie ici cette plaque, et puis qu'il y a tout un excès ici de chaleur qui cherche à se dissiper. On n'a pas vraiment de moteur, mais toujours est-il que dans l'interprétation ici de la forme de dôme, donc c'est l'argument de ce papier, de la forme de dôme de la plateforme ibléenne, ça forme un dôme quelle que soit la direction dans laquelle on la regarde, eh bien cette forme de dôme correspondrait ici à un volcanisme assez important. C'est-à-dire qu'en gros, sous toute la plateforme ibléenne, on aurait potentiellement une réserve magmatique qui, de façon régulière, injecterait du volcanisme dans les vieilles fractures de cette plateforme ibléenne. Et voilà, donc j'en ai fini. Oui ? Mais du coup, le magmatisme de la plateforme ibléenne, il est encore actuel? On peut encore avoir des... Là, visiblement, la question, c'est de savoir si on relie le volcanisme etnéen à ce volcanisme de la plateforme. Est-ce qu'on en fait un continuum ou pas? Bon, c'est... Voilà. Hein, est-ce qu'on fait un continuum? Alors, d'un point de vue du type de volcanisme, c'est un volcanisme qui est assez proche, hein, donc c'est d'un point de vue du chimisme. D'un autre côté, vous savez tous que cet Etna est aligné ici sur un escarpement qui est assez important. Et donc, pour l'Etna, il y a quand même un élément majeur qui se surajoute à ce volcanisme de la plateforme ibléenne, qui est la potentialité d'avoir une marche assez importante dans le plan de subduction. Hein, tout à l'heure, je vous ai montré un profil ici, on avait la plaque africaine qui rampait sous la Sicile. Un profil ici, on a la plaque africaine qui est le pan. Entre les deux, il va bien falloir faire une marche. Et cette marche, elle est à peu près à l'aplomb. L'Etna est à peu près à l'aplomb de cette marche. Maintenant, sur la plomberie, ce qu'on appelle la plomberie du volcan lui-même, à l'échelle de la plateforme ibléenne, les relations entre l'Etna et ce volcanisme ne sont pas connues.